Bonjour Bilal, tu es entrepreneur chevronné dans l'écosystème Web3 français, donc cofondateur d'EquiSafe, création et gestion de véhicules d'investissement, cofondateur aussi de Pirates Lab et CEO en l'occurrence, donc un incubateur, une startup studio spécifique Web3, Dogami, jeu interactif sur Tezos, donc un play to earn, et puis depuis récemment cofondateur aussi de Blockchain Business School, donc un espace de formation spécifiquement dédié au Web3. Donc un très grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et donc ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît. Merci Pierre de l'invitation déjà. Bah écoute, moi j'ai 31 ans, j'ai un parcours scientifique à la base, en physique et en mathématiques appliquées. J'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat, mais je me sentais pas encore prêt et du coup j'ai un peu complété ma formation avec une école de commerce. J'ai essayé d'avoir différentes expériences professionnelles, à la fois en tant que mathématicien, dans la recherche, en tant que data scientist, en tant que quant dans la finance. Et, euh, et tout ça, ça m'a permis un peu d'interagir avec différents métiers, différents profils, différentes industries. Et puis, après mon passage dans la finance, j'ai eu l'idée de monter EquiSafe, qui se voulait être un logiciel qui allait digitaliser le back et le mid de l'office de sociétés de gestion. Et donc, en fait, des sociétés de gestion, bah, ça crée des véhicules d'investissement pour investir au nom d'investisseurs qui sont syndiqués dans ces véhicules d'investissement. Il y a énormément de paperasse due à la création des véhicules, aux investissements des investisseurs, au reporting financier. Et l'idée était de créer un outil qui allait pouvoir digitaliser ces processus. Et du coup, c'était EquiSafe. EquiSafe, ça a implémenté une brique blockchain dans le sens où on utilise la blockchain pour certifier les registres d'actionnaires. Euh, mais j'étais aussi passionné de tout ce qui se passait dans l'écosystème blockchain, crypto, Web3, ailleurs. Et du coup, à un moment donné, quand la boîte EquiSafe a commencé enfin, à trouver son product market fit, bah, j'ai voulu trouver un moyen d'être plus investi dans l'écosystème et d'aider à le catalyser, d'aider à le catalyser, parce que pour avoir été dans l'écosystème depuis 4 ans, bah, il y a enfin, au fur et à mesure, on se rend compte à quel point on est petit, entre guillemets, dans le sens où il y a encore énormément de choses à faire, il manque énormément de briques, et en fait, moi, à mon niveau, je pouvais pas y répondre tout seul. Mais l'initiative que je pouvais apporter pour essayer de catalyser bah, cet écosystème, c'était d'entre guillemets d'essayer de créer l'environnement favorable à ce qu'il y ait de la créativité, à ce qu'il y ait des rencontres, dans l'objectif bah, voilà, d'itérer sur différents projets ou entre guillemets paralléliser différents projets pour pouvoir catalyser cet écosystème. Du coup, on a créé Pirates Lab avec Maxime, Jacques et Thomas, qui sont mes 4 associés, avec l'ambition d'animer, de fédérer l'écosystème et d'essayer de créer cet environnement fertile. Et comme on est des entrepreneurs, ben on s'est quand même investi dans un des projets, dans les projets sous-jacents de Pirates Lab, notamment Dogami. Et avec Thomas, on a passé un an full-time à piloter bah, le développement de la boîte, mais le delivery aussi de toute la partie techno. Parce que c'est vraiment, on va dire, l'ADN de Pirates Lab, d'être des sortes d'Avengers techno, où on vient aider les boîtes à délivrer plus vite, à mieux sécuriser leur infrastructure, euh, et, euh, et dans l'objectif de pouvoir itérer et tester de plus en plus de choses de plus en plus vite. Vous avez lancé les deux en Euh, même temps, Dogami et Pirates Lab, même date. ouais, même date, non, on a créé Pirates Lab 3 mois avant Dogami. Euh, et, euh, et voilà, Dogami, c'était un projet. Aujourd'hui, il y a 30 projets dans Pirates. Donc, enfin, quand on l'a commencé, on se doutait pas que ça allait avoir autant de succès, même si évidemment, on l'espérait. Euh, et voilà, et en fait, de manière assez vertueuse, j'ai essayé d'utiliser la réussite de Dogami et des quelques autres boîtes de l'écosystème Pirates pour vraiment enfin, réinjecter ça dans l'écosystème pour financer plus de boîtes, faire plus d'événements, euh, et que tout ça se développe. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, aujourd'hui, on a à peu près investi dans une trentaine de boîtes. On est super content parce qu'on a créé quasiment 150 emplois en 2022. Et C'est on a énorme. plutôt des bonnes KPI en termes de revenus ou les fonds qu'ont levé nos boîtes. Et, euh, et en fait, bah, j'arrive encore à un autre point d'étape
où je me rends compte, bah, en fait, embaucher des gens, il faut les sourcer, il faut les former pour qu'ils soient efficaces dans les boîtes. Et, je trouvais que, bah, le sourcing n'était pas assez bon, les personnes n'étaient pas assez prêtes, pour vraiment être, tu vois, maximiser leur efficacité, dans la boîte, et aussi pour éviter, des fois des déceptions, tu vois? Parce qu'ils pensent des choses qu'ils n'ont pas forcément compris, puis ils arrivent, puis en fait, c'est pas trop ce qu'ils voulaient faire. Et donc, bah, pour répondre à ces 2 besoins, on a créé la Blockchain Business School, pour essayer de former, les futures générations, soit d'employés des boîtes de l'écosystème, que ce soit les nôtres ou les autres d'ailleurs, ou peut-être même les entrepreneurs, des futures boîtes de cet écosystème. Et toujours avec le même ADN, un ADN, tech, mais en fait, un ADN très, pluridisciplinaire. On aime bien les, entre guillemets, «les moutons à 5 pattes», tu vois? Les mecs qui s'intéressent à la tech, au business, aux produits, qui veulent comprendre la porosité entre. Hem et hem et on pense que, bah, ça fait plus le lien entre les équipes, ça permet d'améliorer la communication, heu, de mieux comprendre le travail des autres, de mieux l'anticiper. Et donc voilà, c'était ça l'ambition, et l'ADN de la Blockchain Business School. Hem, Après voilà, je suis pas tout seul, dans toutes ces initiatives, hem et on est entouré de personnes formidables, que ce soit Fabien à la BBS, les gens avec qui je travaille chez Pirates, mes cofondateurs et les employés de Dogani, hem, ou ou les employés, mon cofondateur d'EquiSafe, notre première boîte. Ouais, parce que ça fait des projets globalement à chaque fois assez ambitieux, donc il doit y avoir beaucoup de monde derrière et en fait, ça s'est inscrit naturellement dans ton parcours, au fur et à mesure, d'abord EquiSafe et puis ensuite, ça a évolué en fonction de ce que toi tu voulais et des besoins aussi du marché. Si on fait un Ouais, petit état des lieux aujourd'hui sur les de voir comment sur je peux chaque boîte contribuer, ouais. et sur les enjeux, vous en êtes, EquiSafe aujourd'hui, vos clients sont spécialement français, ça touche l'Europe. Qui c'est qui vient vous voir globalement aujourd'hui? Oui, alors je dirais que 80 de nos clients sont français. Après, l'intérêt de s'occuper du back office, c'est que, bah, la réglementation et le droit, hem, est, est assez homogène dans pas mal de pays européens. Et du coup, on travaille avec, enfin, on a travaillé avec des clients dans d'autres pays. Hem, mais ouais, 80 de nos clients sont français. Il y a énormément de trucs à faire déjà en France. Hem, Qu'est-ce que je peux te dire? Bah, on commence à bien se développer en France. On a à peu près 200 clients. Hem, on a à peu près 20 000 utilisateurs sur notre plateforme. Hem, on a Globalement, on permet à des sociétés d'investissement, de créer des véhicules d'investissement, et de gérer ces véhicules d'investissement pour eux. Les gérer, ça veut dire, bah, s'occuper de toute la partie administrative, toute la partie reporting financier, toute la partie juridique. Et ça, on a créé un outil un peu pour automatiser une grande partie de ces processus, de ces processus. Et et voilà. Et en fait, il y a des acteurs dans le venture, c'est-à-dire DBA qui syndiquent pour investir dans des startups, dans l'immobilier, hem, des investisseurs qui syndiquent pour, faire de la promotion immobilière ou de l'immobilier commercial, de l'immobilier locatif. Et et on intervient aussi sur de la private equity, sur des boîtes, enfin des véhicules qui vont investir dans des PME ou dans des scale-up en fait. Donc la thèse d'investissement nous importe peu parce que nous, on est un outil qui permet de créer ces véhicules et de les gérer, pour le compte de sociétés d'investissement. Hem et voilà. OK, donc là, les enjeux 2023, ça va être de scaler ou est-ce qu'il y a des enjeux juridiques aussi Ouais, qui sont alors importants? les enjeux de 2023, oui, ça va être, d'accélérer sur la partie commerciale. 2021 et 2022, on s'est beaucoup basé sur, bah, nos clients existants, qui nous réutilisaient, qui faisaient du bouche à oreille. Ça nous a permis de vraiment bien consolider le produit, parce qu'au final, tu vois, il y a tellement de processus, il y a différents types de véhicules, donc il y a des petits cas particuliers et ça prend énormément de temps pour les itérer, pour bien les maîtriser, pour que la plateforme soit débuggée. Hem et du coup, c'était un peu les 2 années de transition. Et là, on est en train d'accélérer sur la partie commerciale, mais aussi de rajouter différentes cordes à notre à notre arc, pardon. Typiquement, on avait, une licence pour faire, du conseil en investissement. Ça nous permettait, en plus
de faire entre guillemets, le back office, d'avoir les licences pour distribuer ou fundraiser, enfin, pour lever des fonds pour des projets. Ça nous permettait globalement de prélever plus de frais de transaction. Euh, et là, on va essayer de rajouter la corde crypto à notre arc, parce que même s'il y avait une brique blockchain, comme je le disais dans l'introduction chez EquiSafe, c'était pas une boîte crypto où il n'y avait pas d'investissement crypto. Et là, l'objectif, c'est sur la partie conseil en investissement d'EquiSafe, de rajouter la partie crypto et d'en faire une sorte d'outil d'investissement 360 euh, et d'essayer de développer cet aspect-là. OK, super, très clair. Pirates Lab, gros besoin d'incubateurs, enfin aujourd'hui, puis dans les prochaines années qui vont venir, sachant qu'il y a beaucoup de projets qui vont, avoir vocation à se lever, à se monter, en France. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment un attrait particulier pour, les incubateurs, pour, les entrepreneurs qui arrivent dans un terrain de jeu qui est nouveau, qui est exotique, qui a quand même ses particularités qui sont assez, spécifiques? Vous en êtes où par Ouais, rapport bien à ça? sûr, un incubateur, c'est une structure physique, donc un point de chute, entre guillemets, et ça permet des rencontres, comme je le disais aussi dans l'intro. On a, enfin, humblement, j'essaye ou j'espère qu'on arrive de plus en plus à prendre une place centrale dans l'écosystème. En tout cas, on reçoit beaucoup d'inbound, de projets qui nous demandent de l'aide. Nos events sont toujours sold out en moins de 24 heures, donc il y a toujours énormément de monde. Donc ça, c'est plutôt super encourageant. Après, voilà, il y a encore énormément de travail à faire, notamment sur la partie financement, pour pouvoir financer aussi cet écosystème. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs en Ouais. France qui investissent, que ce soit des BA ou des fonds VC. Donc, il faut aller vraiment chercher un network un peu décentralisé d'investisseurs partout dans le monde. Mais il faut aussi développer celui qu'il y a à Paris. Et je pense que c'est ça sur lequel on va travailler, nous aussi, bientôt. Sachant que vous avez une reconnaissance et une légitimité qui commence aussi à se faire, en Europe et à l'international comme on peut voir là de temps en temps. Donc j'imagine que c'est aussi plus simple pour aller chercher, voilà des BA ou des VC pour pouvoir in fine aussi investir dans les projets de Pirates. Donc là, c'est dans la continuité de continuer à aller chercher des gens pour pouvoir investir dans ces projets-là, à Tout à l'international fait. comme en France, quoi. Exactement, ouais. OK, Dogami, donc vous avez levé 14 millions, c'est ça, en décembre 2022, Yes. en jeu 2023, sachant qu'il y a déjà une grosse team là derrière? Enjeu 2023, c'est de sortir le deuxième jeu et de développer beaucoup plus la partie qu'on appelle cross-média. C'est-à-dire travailler sur des comic books, des collabs avec des grandes marques pour faire du merch et d'essayer de construire la propriété intellectuelle derrière Dogami. Moi, j'ai souvent dit que pour moi, Dogami, ce sera un succès quand ça aura remplacé Sophie la girafe. OK. La BBS, donc la Blockchain Business School, pareil, enfin, parmi les besoins qu'il y a, en l'occurrence en France, hein, c'est le besoin de certification, de professionnalisation des connaissances et des compétences, blockchain. Comme tu disais un petit peu en intro, ça je pense que c'est aussi important, pour, ceux qui écoutent, c'est qu'il y a vraiment comme tu disais aussi une porosité, un mix entre les compétences, techno et business pour pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble des choses à faire. C'est un petit peu ça Mm, votre fil rouge, exactement. Exactement. et là, il Exactement. faut Enfin, moi, tu vois, je veux pas travailler avec des développeurs qui font que de pisser du code. Déjà, je leur souhaite pas et je trouve pas ça intéressant intellectuellement. Et j'en ai marre de travailler avec des gens du produit qui comprennent pas ce que font assez les développeurs et qui, du coup, estiment très mal les ressources nécessaires, le temps nécessaire et peut créer des crispations parce qu'il y a des incompréhensions, tu vois. Donc, l'idée, voilà, c'est de créer un peu plus de porosité pour qu'il y ait plus de communication, plus de compréhension et que le delivery se passe mieux. Je dis pas que je vis ça tout le temps, je dis juste que c'est des choses qui peuvent énormément, enfin, qui arrivent très souvent et sur lesquelles il faut être très attentif si on veut pas perdre du temps. Et en vrai, tout le monde passe par là. Mais l'objectif, c'est de minimiser, tu vois, le temps qu'on perd dans, dans, dans le temps qu'il faut pour trouver un rythme entre les équipes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Vous avez des aides ou un accompagnement quel qu'il soit de, je sais pas, de l'État, de la Commission européenne pour pouvoir instaurer ces certifications professionnalisantes, côté Web3, blockchain qui commencent à arriver, qui n'existaient pas depuis très longtemps et qui vont faire qu'en Alors, fait aujourd'hui les ingénieurs, les cadres français vont pouvoir être bons à l'échelle, française, européenne et internationale, quoi? des aides financières, pour l'instant, on n'en a pas reçu. Euh, Ensuite, au sujet des certifications, évidemment qu'on essaye de respecter les comment on appelle ça, les standards européens de certification et en l'occurrence,
Alors, il y a 2 formations qui vont se lancer à la Blockchain Business School cette année. La première étant un bootcamp de 3 mois, un peu en mode le wagon. Et là, tu as une sorte de diplôme d'État qui est un diplôme d'État, donc reconnu par Reconnu. l'État. Et après, on est en train de passer évidemment toutes les certifications nécessaires pour pouvoir donner ce diplôme d'État. Et en septembre prochain, on va essayer de lancer une formation en alternance, L3, M1, M2. Et là, pareil, ça suivra le système européen LMD, licence, master, doctorat, et ça donnera un vrai diplôme. Ouais, ah bah, ça, c'est en l'occurrence, c'est génial, ça va pouvoir concerner beaucoup d'élèves qui sont dans l'école d'informatique, ou autres et qui s'y intéressent vraiment, qui veulent vraiment une formation, bah, Tout à diplômante fait. et solide pour être plug and play derrière et trouver des boulots assez facilement, parce que c'est un frein, psychologique pour beaucoup de mettre un pied dans le Web3, sachant que même le vocabulaire peut parfois être un petit peu complexe. Alors comment tu arrives à organiser ton temps à travers tous ces projets, voilà, toutes ces boîtes-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Comment tu arrives à t'organiser, d'un point de vue entrepreneur là-dessus? Bonne question. Aujourd'hui, et c'est peut-être pas le cas demain, mais aujourd'hui, c'est Pirates qui me prend quand même le plus de temps. Et je dirais que je fais deux tiers Pirates, ah, ouais, la moitié Pirates, peut-être un quart BBS et un quart tout le reste. Globalement. Mais l'an passé, par exemple, c'était trois quarts de Gami et un tout petit quart euh, Pirates et le reste. Tu vois. Et je pense que dans 3 mois, je vais me remettre dans un des nouveaux projets qu'on est en train de lancer. Et ça va être trois quarts de mon temps sur ce nouveau projet et un quart sur Pirates et le reste. Euh, donc voilà, j'ai essayé plusieurs méthodes pour essayer d'organiser mon temps. Euh, Par jour, par demi-journée. Euh, Quand je passe trois quarts de mon temps sur un projet, oui, je peux dire bah, le vendredi, je fais tout le reste. Mais en réalité, quand je suis sur Pirates, je suis un peu en fait sur plein de trucs. Et du coup, je le fais juste au fil de l'eau. Et du coup, il faut une énorme plage horaire. Donc, tu vois, je commence à 8h30, je finis à quasiment 22h toute la semaine. Après, c'est pas toujours que des calls. Il y a des rendez-vous, il y a des déj, il y a des petits déjeuners, il y a des dîners. J'essaie d'aller à beaucoup d'événements pour montrer ma tête, confronter, parler avec les gens, comprendre, tu vois, sentir la communauté, le marché, etc. Et, et voilà, en fait, en vrai, la meilleure manière de faire plus, c'est déjà de travailler plus et après de chercher un peu à améliorer, à optimiser son temps par-ci et là. Mais tu vois, l'optimisation, c'est genre, bah, des fois, je bloque 1 heure, si ça prend 20 minutes, au bout de 20 minutes, c'est fini, je fais autre chose. Quand je suis en shadow sur des calls pour écouter, que c'est pas moi qui lead, bah, je suis pas juste en train d'écouter, je suis en train de faire des mails et en train de répondre à plein de messages. Donc voilà, j'essaie de prendre le temps de faire plein de podcasts et du contenu, à la fois moi sur mes podcasts où je reçois aussi des gens de l'écosystème ou quand je suis reçu comme ici. Euh, et voilà, et en fait, c'est de le faire avec constance, je pense, qui crée, tu vois, après de la rétention et de la légitimité. Et voilà, et j'aime bien le faire, je suis content de le faire, euh, et j'adore échanger. Super. Bah, à travers toutes ces expériences que tu as pu avoir, qui sont en plus pluridisciplinaires, ça t'a permis d'avoir aussi du recul par rapport, on va dire, à l'état du Web3 français, aujourd'hui. Parce que, quand on est dans la théorie ou sur les réseaux, il y a ce qui se passe, voilà, derrière l'ordinateur et ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que tu peux, voilà, dresser, à la grosse un état des lieux d'où est-ce qu'on en est en France, dans le Web3, l'adoption, la techno, la maturité des boîtes françaises, qu'elles soient des grands groupes CAC 40, TPE, PME, quant à l'implémentation de solutions? Est-ce que tu sens des tendances? Parce que nous qui baignons dedans, on voit beaucoup de choses qui sont pertinentes, efficientes et qui vont être l'avenir, mais il y a souvent quand même un gros décalage avec ce qui se passe dans la réalité, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, bon, la théorie, tu vois, c'est bien, mais dans la pratique, après, il faut bah, changer des systèmes existants. Avant ça, il faut convaincre des gens. Une fois qu'ils sont convaincus, il faut former les personnes à utiliser ces nouveaux outils ou qui remodèlent en fait souvent, tu vois, les chaînes de valeur. Et donc, du coup, c'est plus les mêmes postes qui font les mêmes trucs, etc. Donc, et ça, il y a un temps incompressible, tu vois, pour que vraiment ça s'installe. Et en réalité, tu vois, c'est pour ça que la révolution Internet, on disait, ouais, elle a pris 30 ans, et du coup, la révolution blockchain aussi, parce qu'en fait, c'est aussi générationnel, tu vois. Il y a des gens qui sont au poste, qui peuvent pas partir, qui font les trucs depuis 15 ans comme ça, c'est impossible de les faire changer, tu vois. Donc,
c'est une mouvance générationnelle qui inscrit la technologie, tu vois. Donc, donc ça va prendre du temps, il faut beaucoup de patience et c'est pour ça que j'essaie de créer cette configuration-là autour de moi. Ouais, il va y avoir forcément de l'inertie, et puis tant mieux pour ceux qui sont, voilà, dès aujourd'hui et dès hier pour certains, Ouais, qui se sont après mis à sur plein temps, quoi. l'état en lui de l'écosystème, bah, il y a des différentes phases qui sont venues avec différentes, innovations, tu vois? Il y a eu la DeFi, puis après les NFT, hem et il y en aura encore d'autres parce que c'est des briques fondamentales qu'on commence à bien comprendre et on a trouvé leur premier use case. Mais en fait, ça démontre aussi à quel point l'écosystème est naissant, tu vois? Je pense qu'on est peut-être à 5 de du full potential, du Web3. Donc, donc voilà ce que j'estime être le stage de l'écosystème. Il y a une adoption qui est grandissante. En 2023, il y a clairement des gros projets faits par des corporates qui vont, je pense, donner plus de légitimité à cette techno, à ces applications et qui vont convertir plus de monde. Et je pense que ça va peut-être être un premier point d'inflexion qui va permettre de vraiment, tu vois, augmenter l'awareness de l'écosystème. Parce que là, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une personne sur 10 qui, qui pourrait en discuter plus de 2 minutes. Mais il faudrait en arriver, tu vois, peut-être 40% ou 50% de la population. Et après, travailler sur vraiment l'autre moitié qui va mettre du temps à se convertir et qui va être la long tail, en fait. Ouais, et que des gros noms du Web 2 et de l'industrie classique puissent aussi s'y mettre pour apporter de la visibilité, et que les dominos, tombent. Mais, Mm, moi j'ai aussi un petit peu ce sentiment par rapport à ça, que on peut aussi, vivre alors à quelle échéance on n'en sait rien, mais un FOMO, des boîtes et des business, qui vont enfin s'y intéresser vraiment. Parce que là pour le moment c'est vraiment très dans la maturation, mais, quand il s'agit de voilà, de payer des gros billets pour implémenter des solutions, c'est beaucoup d'expérimentation à travers des lancements de collections NFT ou autres, mais qu'à un moment ou un autre, on va se rendre compte que, quand les concurrents vont le faire aussi, que va falloir s'y mettre et que d'un coup, va y avoir un gros besoin, déjà de boîtes qui vont pouvoir répondre, donc pour du produit, du service, répondre à ces besoins-là et aussi de personnes, parce qu'il y en a pas non plus 36 000, enfin, vous le voyez, c'est pour ça que vous faites aussi la BBS. mm. On a besoin de consultants, de personnes, de cerveaux, de matière grise pour pouvoir répondre à tout ça, quoi. OK, ouais, donc, et alors petite dernière question, parce qu'on arrive sur la fin de l'interview, Bilal, toi qui as un petit peu plus de recul aussi à l'échelle on va dire européenne et même mondiale de ce que tu entends, est-ce que tu sens que la France, on est bien placé, on va dire dans le web 3 général à travers, les projets, les technos, les cerveaux qui s'y mettent, là aussi la législation qui avance? Ouais, ouais, clairement. Ah bah oui, plutôt 2 fois qu'une même. Je pense on est un des fers de lance, en termes d'innovation et de talent. Voilà, le CEO d'Artefact, il est français, de Socios, il est français, de Sandbox, ils sont français, de Sora, ils sont français. Après oui, enfin de Ledger aussi. Après il y a d'autres boîtes internationales comme Coinbase, Fireblocks, tout ce que tu veux qui sont en effet internationales. Mais, il y a une bonne concentration de talents, français. Il y a de plus en plus de talents, français qui restent en France aussi. Je vois l'écosystème qui grandit et qui est vraiment, bouillonnant, comparé à Berlin ou à Amsterdam, qui étaient aussi des grandes places entrepreneuriales, mais qui dans le Web3, ils sont un peu moins. London aussi est très présente. Donc, en tout cas, l'Europe, on a des fortes places, malgré que la flexibilité réglementaire, elle soit à l'extérieur, tu vois? C'est genre plus Hong Kong, Singapour, British Virgin Islands qui sont des cœurs névralgiques parce qu'il y a aussi une flexibilité réglementaire. Mais en tout cas, en France, ouais, malgré le enfin, malgré, en fait, c'est aussi bien qu'il y ait un cadre réglementaire, il y ait de beaux talents qui ont réussi à se développer. Super, bon, bah, ça fait plaisir, plaisir à entendre. On est au bon endroit au bon moment. Ouais, ça fait aussi plaisir, ouais. En tout cas, ouais, merci pour ton temps, Bilal, et pour ton partage et donc, bon courage pour cette année 2023 qui s'annonce aussi, bien chargée. Thanks à toi aussi et à tous ceux qui nous écoutent. Ciao.